Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h07. Excusez-nous pour ce léger retard. Bienvenue, soyez les bienvenus en direct sur El Mararabia en ce samedi 28 janvier. J'espère que tant bien que mal vous avez passé une bonne journée. Nous allons donc revenir sur l'actualité de la semaine, les actualités qui ont dominé l'actualité en Algérie, mais des actualités qui font parler aussi d'elle à l'international. Tout d'abord, en ce 28 janvier 2023, il y a 40 ans, celui qui chantait la révolution, celui qui chantait l'exil, la poésie, l'amour, il avait déjà prédit pas mal de choses pour cette Algérie dans les deux sens, dans son évolution, mais aussi dans le cadre de cette guerre. Il y a donc 40 ans que Slimane Azem nous a quittés. Voilà, on lui rend hommage par ces quelques mots. Et on a une pensée, bien évidemment, pour sa famille et toutes les personnes qui l'aiment, qui le découvrent aujourd'hui, qui continuent à le découvrir. Un artiste algérien de culture kabyle qui a chanté la chanson kabyle et qui a bercé énormément de familles. Sur le plateau, pour revenir donc sur ces deux actualités que nous avons sélectionnées, ça va tellement vite que nous ne pouvons pas évoquer toutes les actualités de la semaine. Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Bonsoir. Bonsoir Chaban. Merci de m'inviter de nouveau et je le présente en même temps. Allez-y. Ben Mamar. C'est ça. Il est avec nous, Bouchalfa Ben Mamar, les journalistes, membres de Riposte International qui est au front avec le peuple algérien, mais pas que. Vous faites un travail avec d'autres pays et vous faites un travail notamment pour la défense des droits. On en parle ce soir. Bonsoir. Bonsoir Chaban. Bonsoir Monsieur Younsi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Merci. Et en dehors du plateau aussi. Merci. Voilà, et je tenais juste voilà, merci. Et je tenais à dire aussi que concernant le grand Slimane Azem, notre ami le docteur Hassan Hirash a commis un livre que je recommande fortement à toutes celles et ceux qui peuvent en faire l'acquisition. C'est une pépite. Je ne l'ai pas trouvé dans ma boîte aux lettres. Bah. Vous prêchez un convaincu, on l'a reçu. Je m'engage à vous en faire parvenir un exemple. C'est gentil. On l'a reçu à maintes reprises et c'est vrai qu'on en parle souvent. Les deux actualités, donc nous allons revenir sur ces 36 milliards de dollars retrouvés par le pouvoir algérien. Alors apparemment, le ministre de l'Intérieur, la justice a travaillé depuis quelques temps. On va se poser plusieurs questions. D'abord, où est cet argent? S'agit-il des biens mal acquis, de l'or, de l'argent, des liquidités? Comment la justice a pu-t-elle travailler quand on connaît aujourd'hui la difficulté de cette justice, son fonctionnement, cette justice aussi du téléphone? Comment aussi les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, notamment le président de la République Abdelmadjid Tebboune, ces équipes qui faisaient partie de ces années où toutes ces sommes ont été dilapidées, comment ont-ils travailler? On rappelle aussi que le président de la République Abdelmadjid Tebboune en a fait notamment son cheval de bataille. Il avait dit clairement lors d'une conférence de presse qu'il savait où était l'argent et qu'il allait donc la récupérer. Inutile de vous dire que 36 milliards, c'est 50% du budget tunisien sur l'année dernière ou encore 70% de celui du Maroc. Si on découpe ça, si par exemple il s'agit de liquide, si on met ça en petite coupure de 2000 dinars, il faudrait 2500 tonnes de billets, de quoi donc peut-être réunir 2500 petites voitures type 205 ou R5 pour vous donner un peu une image. Mais on va essayer de comprendre un peu effectivement où est cet argent, d'où elle vient, car ce qu'a annoncé le président Abdelmadjid Tebboune, c'est que ça a été récupéré chez une seule et même famille. Donc 36 milliards, c'est beaucoup d'argent. On va essayer de comprendre et bien évidemment l'actualité de la semaine, la malheureuse actualité de la semaine a été dominée, aussi bien sur la forme que sur le fond, la dissolution de la Ligue algérienne des droits de l'homme, une information qu'a tweeté il y a un peu plus d'une semaine, qu'a fuité dans les réseaux sociaux, sur les tweets, sur Facebook, un peu partout, Instagram, et qui s'est avéré malheureusement véridique. Alors d'où vient cette fuite, comment, mais surtout pourquoi et comment le pouvoir algérien continue aujourd'hui en 2023 à faire preuve de répression jusqu'à avec cette manière
en dissoudre une institution internationale. Et on va évoquer bien évidemment la situation de Bab el Oued, de Raj, de tous ces partis politiques qui sont intimidés. Brahim Younsi, je commence avec vous très rapidement parce que c'est quand même une actualité importante, mais en 3 minutes chacun. Le chef d'état-major algérien s'est rendu en France, discrètement, pas une image, très peu de presse en ont parlé, pas une vidéo, rien. C'est arrivé, c'est quoi? C'est pour... alors on n'a pas de contenu précis selon vous, hein. On spécule pas, mais on essaye de comprendre. D'abord, il est arrivé en catimini, c'est pour préparer l'éventuelle présence du président algérien, c'est pour... C'est pas le rôle d'un chef d'état-major de préparer la venue en France du chef de l'État. Ça doit être une visite qui se fait, bien entendu, sur le plan public. Mais il y a certainement des questions politiques entre les deux pays. Et bien sûr, cela doit concerner les opposants résidant notamment en France. Et bien sûr, étant donné la situation géopolitique de notre région, il y a une recomposition des alliances. Et il semblerait que l'Algérie, le pouvoir d'Alger et le gouvernement français, l'État français, il y a un rapprochement très sensible. Il est palpable. Donc il y a ce rapprochement-là. Il faut croire que la France redevient, avec bien sûr l'acceptation des autorités en place, la puissance néocoloniale de l'Algérie. Une réaction sur l'arrivée, la présence comme ça. Et puis ça s'est fait vraiment en catimini, hein, pas d'éléments, très peu d'informations. C'est quoi? On a parlé géostratégie, on a parlé armement, on a parlé armée, Sahel, on a parlé président de la République. Il me semble qu'il y a une dimension asymétrique, à la limite burlesque, parce que le chef d'état-major de l'armée française est un collaborateur du président de la République, alors qu'en Algérie, c'est plutôt l'inverse. Le président de la République est un collaborateur du chef de l'état-major, c'est-à-dire que qui détient le pouvoir réel, qui gère quoi en termes de rapport géopolitique. Tout ça, tout simplement, le contexte est assez complexe aussi. Donc il y a des tensions vives avec les voisins marocains. Il y a aussi donc une nouvelle donne qu'on n'avait pas sur les 30 dernières années, donc c'est le bourbier libyen, qui aujourd'hui est un pourvoyeur de problèmes, y compris la crise malienne qui s'est étendue, qui a été non gérée. C'est-à-dire que la France a fait de la non-gestion, donc elle a fait juste les objectifs principaux donc stratégiques de la France à travers leur présence en Mali, c'était la sécurisation de l'acheminement de l'uranium. Donc en dehors de ça, on laisse les Algériens gérer comme ils l'ont toujours fait, mais bon. C'est quand même une crise à dimension humaine avant d'être géopolitique et militaire. Est-ce que l'Algérie en a les ressources? Est-ce que ces choses-là ne font pas l'objet de quelconque tractation? Évidemment, d'être un gestionnaire par, je ne sais pas moi, plutôt un représentant de la puissance tutrice à l'origine. Mais c'est quand même c'est pas une question que c'est complexe, c'est opaque. Il faut pas oublier que la France a été, j'allais dire, expulsé de l'espace, de très nombreux espaces africains. Et il y a le feu au lac aussi, si j'ose dire, en Méditerranée aujourd'hui. L'Algérie, en Méditerranée occidentale en tout cas, est très importante pour la France. Et elle est aussi importante pour l'Afrique, et notamment les pays du Sahel, le Mali, le Niger, etc. D'où la France a été exclue, le Burkina Faso, etc. Donc la France veut absolument se servir, je dis bien se servir, du pouvoir d'Alger, si tant est qu'il a les capacités de rouvrir les portes, de rouvrir parce qu'il est en situation difficile, de rouvrir les portes, mais il suffit parce qu'il y a la manne pétrolière
qui tombe du ciel, si j'ose dire, mais qui ne monte pas du sous-sol, et qu'il arrose le voisinage pour pouvoir s'ouvrir les portes et rouvrir les portes du Sahel notamment, et de surveiller en Méditerranée les jeux stratégiques mondiaux. Messieurs, de manière, ça va être lié quand on va bien évidemment évoquer dans quelques instants cette dissolution. On va essayer de comprendre aussi la relation, la responsabilité, en quoi, comment et cette répression qui prend de plus en plus de place en Algérie. Comment est-ce que et pourquoi ces États quelque part cautionnent, puisqu'effectivement on a un chef d'état-major qui se rend dans un pays comme la France, État de droit tout de même, démocratique, terre d'accueil, et au moment où on a Hissène El Khadi qui est derrière les barreaux, au moment où on a des jeunes qui sont exilés en Tunisie, Saïd Salhi qui est exilé en Belgique, qui est le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, on va essayer de comprendre effectivement au moment où la Ligue algérienne a été dissoute, comment effectivement on a ces présidents, ces chefs d'état-major se rendent dans ces pays-là. Donc nous allons revenir ensemble sur cette découverte de 5000 milliards de dinars algériens chez une seule et une même famille, l'équivalent de 36 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, donc en personne, qui a donné cette information lors de cette rencontre. Souvenez-vous, gouvernement Wali. On va d'abord s'arrêter sur la forme, sur cette information. Alors, c'est vrai que ça fait rire. Alors, est-ce que c'est des liquidités? Est-ce que c'est de l'or? On ne sait pas trop. C'est vraiment une information comme ça, balancée dans les esprits des Algériens. Alors, on s'imagine, on est une famille algérienne, on écoute son président qui nous annonce ça. Donc on a essayé de faire des comparaisons. Donc c'est le budget de la Tunisie pour l'année 2022 était de 17 milliards d'euros. C'est pour vous dire. On a certains qui ont fait des comparaisons avec le volume qui pourrait être un immeuble ou un tunnel sous terre. C'est assez conséquent. D'abord sur l'information, Brahim Younsi et Boukhalifa Ben Maamar, quand on écoute ça, ça vous évoque? C'est assommant, c'est irréel. C'est irréel, nous ne sommes pas dans la réalité. J'ai l'impression que, et ce n'est pas seulement une impression, que le pouvoir en place voit des dollars partout, comme Blanche-Neige voyait des nains partout. Depuis un moment, il ne voit que des dollars partout. C'est quand même assez symptomatique. Et j'ai comme aussi l'impression que le pouvoir en place, et singulièrement le président de la République, est atteint d'un trouble d'illusion. Il est mal conseillé peut-être? Je ne sais pas s'il est mal conseillé, mais en tout cas, je parle de la personne, et je crois que son entourage également. Ils sont atteints de troubles d'illusion. Ils font une fausse interprétation de la réalité. Je viens de le dire. Cela, c'est pour dire à l'opinion publique algérienne, si tant est qu'il existe une opinion publique, que le pouvoir en place veille au grain et qu'il est en train d'aller faire les poches des voleurs. Ceci est quand même un peu curieux qu'en l'espace de quelques mois, c'est des milliards de dollars qui ont été récupérés. Il nous a déjà fait le coup des 25 milliards de dollars d'exportation de l'agricole, alors que nous savons qu'en tout cas en 2021, ça n'a pas dépassé les 100 millions de dollars. C'est dire l'énormité du mensonge. Voilà, sur l'info, après, on va essayer de décortiquer tout de même, effectivement, pourquoi ces annonces. Et on rappelle aussi que lorsqu'il s'agit de récupérer, de trouver un jeune qu'on aurait récupéré dans je ne sais où, dans quelle région, qui un certain nombre d'armements, dits terroristes, etc. C'est vrai que là on a des photos
On a des montages qu'on appelle les dahdouhiyat. Mais c'est vrai que là, on n'a eu aucune image, aucune vidéo, aucune image, aucune liquidité, pas d'informations supplémentaires. On va essayer de comprendre. Alors d'abord, sur l'information, vous entendez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Non, mais au fait, c'est pas qu'on entend ça, c'est qu'il y a toute une mise en scène qui est faite parce qu'il y a un déficit. Alors, tous les pouvoirs ont ceci de commun. Quand il y a un déficit de légitimité à la base, donc on fait feu de tout bois. À partir du moment où on voit un président qui est très mal élu d'une part, et d'autre part qui lui-même est une vitrine civile d'un pouvoir qui n'en est pas un. Donc on essaie de créer cette image du Zorro, cette image du justicier qui s'empare du dossier. Moi n'ayant pas de sympathie, même quand j'étais plus jeune, à l'ex-premier ministre Brahimi, qui à l'époque avait lancé était arrivé à la conclusion qu'il y avait un trou de 26 milliards de dollars, mais qui correspondait quand même, qui tenait un peu, parce que c'était l'équivalent de la dette algérienne à l'époque où il était Premier ministre. Et lui, il en avait des sueurs froides, donc n'étant pas équipé d'un sondeur d'âme pour dire ce qu'il était de bonne foi ou pas, mais toujours est-il que les événements d'après lui ont donné raison. Donc il ne s'était pas trompé à quelques millions de dollars près, c'était l'évaluation qui en était faite. Mais là, on est plutôt toujours dans ce cirque. Et le burlesque, je ne vais pas faire l'affront au président en reprenant à mon compte la phrase d'Audiard, donc par correction. Donc ça ose tout. Et puis, à quoi ça rime? Ça rime tout simplement à ce déficit de légitimité qu'on doit compenser par cette posture. On est plutôt dans la posture. Et je pense que même si l'opinion publique algérienne peut-être n'existe pas au sens occidental du terme, mais le génie populaire a toujours cet art de tourner en dérision les propos. On se souvient, on sait de toute façon, on connaît à peu près le registre des réactions de nos concitoyens quand ils écoutent ce genre d'hérésie, je dirais. Ce genre d'hérésie, quand on ne donne pas... je vous lance juste sur un élément et vous pourrez réagir, Ibrahim Nounsi, mais quand on ne donne pas 36 milliards, tant bien que mal. Bon, bien, tant bien que mal, supposons qu'aujourd'hui, les Algériennes ont un président, Abdelmadjid Tebboune, qui leur annonce ça, ben, pourquoi pas? Il y a eu des milliards de dilapidés, de corrompus, malheureusement, dans notre pays. Mais pourquoi il n'y a pas d'information? Quelle famille? Quand? Comment? Des dossiers, des éléments? Personne à la télé, alors qu'on entend quand même toutes ces personnes arrêtées qui sont comme ça balancées dans les écrans de télé. Il n'y a aucune information. C'est les traditions du pouvoir d'Alger. Il ne donne jamais d'informations. Il est toujours dans le flou. Et puis, ce pouvoir en particulier qui est en place, depuis que Tebboune est là, il faut le dire, ce n'était pas le cas auparavant. Il faut être lucide là-dessus. Avec Bouteflika, bon, on savait qu'il était un homme, pour ceux qui le connaissaient un peu, un homme à un retors, d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Il faut dire les choses. Il savait y faire, etc. Il disait certaines vérités. Mais là, c'est vraiment une activité imaginaire permanente. Du pouvoir et du chef de l'État lui-même. Et politiquement, c'est dans l'imaginaire permanent. Il ne colle pas à la réalité du pays, alors que nous voyons une population qui ne cesse de s'appauvrir, qui tombe dans la misère carrément. Et de l'autre côté, il lui parle de milliards qu'on ne voit pas. Et personne ose aussi, c'est une question, personne, pas de réaction, aucun média, aucun journaliste, aucun député, personne ose demander au président, mais ok, 36 milliards, mais où, why, comment, quelle famille, vous nous dites une seule et même famille? Non, mais là, on est quand même sur du champ, sur un autre champ qui est censé échapper complètement. Quand on est dans une démocratie, il y a une séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif, et puis il y a le pouvoir exécutif. Normalement, il y a une étanchéité en termes de prérogatives entre les uns. Donc les périmètres des uns et des autres ne sont pas définis. Donc quand on voit celui qui fait office de président qui s'empare du sujet pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi, on dit la justice, ok,
Est-ce qu'on a eu un procès? Est-ce qu'on a eu... Mais il faut pas oublier, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une phrase qui semble avoir échappé à certains, qui dit que, bon, cet argent-là qui circule un peu ailleurs, ce serait bien de le réinjecter dans le circuit formel. C'est-à-dire qu'on est en train de donner une occasion à tous ceux qui ont dilapidé, ne serait-ce que sur les 30 dernières années, l'argent des Algériens et de l'Algérie. Donc on leur donne un blanc-seing pour le réinjecter dans l'économie formelle. C'est une forme de blanchiment qui ne se voit que chez nous dans les républiques bananières. Donc ça, c'est une triste réalité. Et puis, je pense, ce qui est bien aussi, c'est que, à la limite, qu'il y ait des journalistes acquis au pouvoir ou pas, qui ne reprennent pas, tant mieux. Moi, je considère que ce serait donner du crédit, créer un feuilleton à rebondissement et les spin doctors des officines chez nous seront créés à l'autre. Certes, dans ce sens-là, mais c'est aussi de mettre l'homme politique. Un homme politique, normalement, il est censé recevoir la confiance du peuple et aussi rendre des comptes protégés à tous les niveaux. Enfin, mais c'est dans ce sens-là. À un moment donné, ok, où est le jugement? Qui sont les coupables? Ou quand est-ce qu'a travaillé la justice? Comment vous pouvez nous dire aujourd'hui, c'est acté, on a une famille, elle est coupable, et on a une famille qui avait 36 milliards? Parce que nous sommes, je le répète encore, dans la rêverie compulsive. C'est des gens qui inventent des événements. Et puis, c'est comme une bulle qui explose. Il a parlé de 25 milliards d'exportation de l'agriculture, etc. Et personne n'est allé vérifier. Alors qu'en temps de vaches grasses, c'était 100 millions de dollars. Et c'était des vaches grasses, parce qu'on faisait moins sur le plan agricole, en exportation beaucoup moins. Et tout cela, c'est de denrées, de produits. Les dates... Et un autre produit que j'ai essentiellement les dates vers l'exportation en termes agricoles. C'est dire que nous sommes véritablement dans l'imaginaire. On imagine que cet argent est rentré. On sait qu'il y a de l'argent qui a été volé aux Algériens. Volé, les caisses de l'État ont été quasiment littéralement vidées. Mais de là à récupérer 36 milliards chez une seule et une même famille comme ça en quelques semaines... C'est incroyable. Et c'est cela le symptôme de la fausse interprétation. C'est un symptôme. Nous sommes vraiment dans une espèce de maladie du politique. Messieurs, au moment où l'Algérie vit tout de même grosse... difficulté en termes de justice, on a tout de même cette justice du téléphone, puisqu'on va évoquer dans 2-3 minutes, le temps passe vite bien évidemment, ce gros dossier sur la Ligue algérienne des droits de l'homme, on l'a compris, donc là il n'y a pas de procès, il n'y a pas de nom, il y a une difficulté au quotidien. Est-ce que vraiment en 2023, les Algériens qui maintenant depuis plusieurs mois scandent, sortent, changement de système, une république, une indépendance, vivre dignement, est-ce que réellement c'est leur préoccupation aujourd'hui de savoir où était réellement cet argent dilapidé? Est-ce que c'est pas du bashing? Est-ce que c'est pas fait aussi pour un moment donné De toutes les façons, comment peut-on évaluer? Il y a un problème d'évaluation. Comment peut-on évaluer que ce soit l'évasion fiscale ou la corruption ou le vol? Ils ne peuvent pas l'évaluer. D'une part, ils sont en train de donner des chiffres, des montants colossaux pour, je le répète encore, pour faire rêver, y compris les Algériens, que les gens soient dans l'imaginaire et ne soient pas dans la réalité. Est-ce que réellement les Algériens s'en préoccupent aujourd'hui? Est-ce que leur but ils sont préoccupés, à mon avis, d'une certaine manière, parce qu'ils veulent savoir, est-ce qu'on va arrêter les gens? Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de responsables politiques, de ministres qui courent encore et qui dépensent l'argent qu'ils ont détourné. Dernier mot là-dessus, c'est aussi peut-être parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que Abdelmadjid Tebboune souhaite se représenter. Est-ce que c'est aussi pour ça, en disant je vous ai promis, je savais où était l'argent, voilà, vous inquiétez pas, on l'a récupéré, on vous dit pas où, mais... Je reprends juste ce qu'avait dit notre ami Brahim tout à l'heure, il y a quand même une déliquescence du personnel politique.
Ça n'a rien à voir avec à la limite, ceux du FLN de la fin des années 80, début des années... Tout au début, les quelques technocrates auxquels on a eu à l'époque avec Mohamed Hamouche, on a eu quand même du personnel politique qui était quand même assez consistant avec un peu d'épaisseur. Mais par rapport à ce qu'on en a aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'actuel président vient du corps des Wali. Donc il fonctionne toujours avec le logiciel du Wali. Ce n'est pas un homme politique, ce président, ce n'est pas péjoratif. Il fait partie de cette époque non, mais ce où il y a pas eu cette péjoratif. corruption. Est-ce qu'il est crédible aussi aujourd'hui? Enfin, à la limite, ce n'est pas péjoratif quand je dis qu'il a le costume du Wali. Il ne faut pas oublier ce qu'ont été les Walis, c'était des grands commis de l'État. Donc c'est des gens qui ont grandi à l'ombre du sérail, qui ont eu une formation. Donc c'est des gens qui n'ont pas eu de prétention à devenir des hommes politiques. Les hommes politiques, ils ont des affirmations, ils ont des convictions, qu'elles soient partagées ou pas, mais on sent qu'il y a quand même des convictions. Donc on sait très bien, on connaît très bien la trajectoire du personnage. Donc pour revenir aujourd'hui, les Algériens, effectivement, ça peut les intéresser dans le sens où l'ensemble des Algériens savent que sur les mandats de Bouteflika, donc il y a eu pratiquement 1000 milliards de dollars qui sont partis en fumée. On peut expliquer certains projets, la grande mosquée, on peut expliquer certains... Mais ça ne peut pas expliquer la totalité. On en revient, ils s'appelaient mutuellement, pendant les réunions des conseils des ministres, monsieur 20%, Bouteflika lui-même interpellait ses ministres en leur disant les commissions que vous prélevez, monsieur le ministre, sont au-dessus de ce qui est admis. C'est quand même voilà pour dire aussi, il y a chez nos concitoyens algériens, il y a une capacité à tourner un peu en dérision. D'ailleurs, si vous voyez ce qu'on en dit, si vous lisez un peu ce qu'on en dit, c'est... Il est 19h33 précisément, la grosse actualité et une Algérie qui se retrouve aussi aujourd'hui tout de même de plus en plus seule. Les ONG, la RTBF vient aussi de signer un papier il y a à peine une vingtaine d'heures. L'AFP aussi a réagi. Plusieurs médias. La Ligue algérienne des droits de l'homme, Brahim Younsi, a été dissoute. Deux éléments. D'abord, dissoudre une ONG comme la Ligue algérienne des droits de l'homme, ça ne peut que faire bondir des conditions particulières, puisque ça s'est fait sous la demande du ministre de l'Intérieur en catimini. Le jugement est passé, le verdict est tombé. Ça a fuité donc au vendredi, aux alentours de vendredi dernier, et ça s'est avéré exact, sans que la Ligue algérienne des droits de l'homme ne soit au courant. J'aimerais que vous réagissiez là-dessus. Est-ce qu'aussi aujourd'hui le pouvoir dépasse toutes les limites, Bab el Oued, Raj, Hassan El-Qadi, les médias, les jeunes et la Ligue algérienne des droits de l'homme? Oui, ben, ça fait longtemps qu'il a franchi toutes les limites, ce pouvoir, c'est clair. Mais nous retournons, parce que nous parlons de justice, parce que c'est par décision de justice. Apparemment, en tout cas. Oui, c'est ce que l'on dit. Bon. Nous reprenons nous n'avons pas les... Les Algériens ont rien vécu. Hein. Alors au pire, peut-être que sur certaines affaires, ils ont vécu une affaire. En tout cas, des documents ont été sortis. Exactement. Des documents ont été sortis. Ces documents-là ont l'air d'être authentiques. Donc, c'est une décision, entre guillemets, de justice. Je mets le mot justice entre guillemets. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous revenons à une justice clandestine. C'est le retour des juges ou de la justice en cagoule. Ouais. C'est ce que invoque cet acte. En Algérie, il y a une justice en cagoule aujourd'hui et une justice clandestine. Pour que nous sachions, 2 mois ou 3 mois après, qu'une ligue algérienne de défense des droits de l'homme a été dissoute. Et auparavant, on l'a fait de façon quasiment manifeste. On est allé à la Youssard, fermer des locaux, etc. Aujourd'hui, c'est clandestinement que ce pouvoir agit. C'est dire la gravité des choses. D'autant que cette ligue
bon, en dépit de ce qui s'est produit en 1985, en tout cas moi et le parti auquel j'appartenais, malgré l'ostracisme dont nous avions été frappés, nous l'avions soutenu, nous l'avions vu vivre, nous avions défendu les membres fondateurs de la Ligue, de cette Ligue-là. Nous avions des liens avec Ali Abdel-Nour, et puis nous avions parmi les membres des gens qui nous étaient proches, qui étaient proches du MDA, notamment Thomas Ouzgan. C'est dire que cette Ligue-là, nous en étions proches. Et aujourd'hui, quand cette Ligue est en plus dissoute, de la manière dont elle est dissoute, c'est quand même se dire tout cela pour cela, et qu'un régime, qu'un système qui vient cagouler et vous mettre hors champ de la démocratie. Parce que précisément il n'y a pas de démocratie, parce que la démocratie, c'est cela, c'est la transparence d'abord. Tout à fait. Une justice clandestine, et j'aimerais aussi que vous réagissiez aussi derrière ça, puisque vous connaissez le pays, notamment dans ces périodes importantes. Il y a eu ces périodes, on disait cette semaine, il y a aussi eu ces périodes, entre guillemets, excusez-moi un peu de l'expression, mais peut-être les plus propices à plus de répression, notamment c'est cette décennie rouge. Enfin, il y a eu des périodes un peu plus difficiles, plus dures, où le pouvoir aurait pu sévir. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir algérien n'a jamais sévi autant qu'aujourd'hui, dans un deuxième temps? Mais j'aimerais que vous réagissiez aussi sur cette dissolution, où toujours il n'y a pas de droit d'information. On parlait des 36 milliards, où l'Algérien ne sait pas, n'a pas d'information, et là, pareil. Je remercie notre ami Brahim de m'avoir tendu un peu la perche. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme est un fleuron du combat démocratique. Et je pense que, pour ma part, je ne vais pas tomber dans un mélodrame, il y a eu un échec collectif à maintenir ce fleuron. Il s'est créé dans des conditions inimaginables, ineffroyables, puisque la réaction d'alors du régime, c'était tout de suite à la fois l'emprisonnement des membres fondateurs, et d'autre part la stratégie de la duplication, puisque donc il a organisé lui-même la création de la Ligue Canal Brahimi à l'époque. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons l'obligation de créer, de maintenir coûte que coûte ce genre d'organisation, parce que il n'y a qu'en maintenant, de toute façon, la répression, que ce soit celle des années 80, des années 70, ou celle des années 90, ou celle que nous vivons depuis 2019, il y a quand même un fil d'Ariane qui est conducteur, c'est-à-dire c'est la volonté manifeste du régime de ne pas démocratiser. Donc, je suis désolé de le dire, c'est un échec collectif, nous n'avons pas su maintenir et garder ce fleuron. À la fois, ça nous renvoie aussi, systématiquement, à chaque fois qu'il y a un déni de justice de la sorte, ça nous renvoie et ça nous confirme la nature réelle et profonde du régime et sa volonté manifeste de ne pas démocratiser. Ça d'une part. D'autre part, je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu d'imaginer d'autres cadres de lutte, d'autres formes de lutte. Il faudra qu'on fasse preuve de créativité et d'imagination. Nous n'avons pas le choix. Je pense que, passé l'état de sidération, il faut reprendre la main. D'une manière ou d'une autre, il faut reprendre la main. Mais par contre, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de garder la dimension pacifiste de toute entreprise. Parce que l'État algérien est en train de se priver, par anticipation, de potentiels partenaires pour le règlement de la crise quand il sera dos au mur et il devra aller chercher des partenaires. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'est une des décisions qu'il va regretter, parce que dissoudre une ligue de défense des droits de l'homme, dans la plupart des pays où il y a eu des transitions politiques vers un processus démocratique, les ligues de défense des droits de l'homme ont été en première ligne, pas forcément des partenaires dociles, mais je veux dire des partenaires facilitateurs dans l'optique d'une transition. Un mot sur cette période particulière, peut-être comparée aux autres périodes en termes de...
si l'opposition algérienne était unie notamment sur la question des droits de l'homme et sur la question démocratique, le pouvoir n'aurait pas osé le faire. Oui. Il n'aurait pas osé le faire. Et en 1985, moi j'ai vécu cette période, il a arrêté tout le monde, pas seulement les membres de la Ligue. Il a arrêté nos militants, torturés. Il a arrêté les militants islamistes. Ils sont tous passés en même temps et ensemble devant la Cour de sûreté de l'État. Il ne faut pas oublier cela. J'ai là le témoignage de ce qui s'est passé en 85, l'essentiel de la presse internationale. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est le collectif. Bon, j'allais aussi les voir. J'ai milité un peu avec eux parce que nous avions créé un autre comité pour la libération des détenus politiques, parce que nous avons été un peu marginalisés à cause de Ben Bella, alors que nous avions énormément apporté. Et nous avions créé, avec Harbi, l'OST, donc le MDA, la TMRI, et le PCI, etc., parce qu'il y avait Benjamin Stora qui était là, et deux ou trois de ses camarades, dans ce comité pour la libération des détenus politiques. C'est dire que c'était aussi pour nous une période où l'opposition était éclatée. Et je me souviens du meeting qui avait été organisé par notamment ce collectif contre la répression en Algérie, où nous avions été interdits de parole. Et là, bon, bien entendu, Hussein Ait Ahmed a été solidaire avec nous. Il n'est pas allé au meeting, ce qui était dommage. Harbi n'était pas allé au meeting, et c'est dommage. C'est dire qu'aujourd'hui, je prends ça comme exemple, ce n'est pas des... Aujourd'hui, il faut que l'opposition s'unisse. Il faut qu'il y ait une unité de l'opposition dans la diversité des idéologies et défendre tout le monde, tous ceux... L'unité je vous laisse étayer, je vous laisse... Non, l'unité, c'est qu'il y a un axe. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est frappé. Tout le monde. Tout le monde. Et il y a certains partis, malheureusement, qui se couchent devant le pouvoir. Il faut le dire, qui étaient dans l'opposition et qui se couchent devant le pouvoir. Mais vous voulez parler du FFS d'aujourd'hui, de Gilles Jadi. Alors FFS a fait une sortie d'ailleurs cette semaine. Vous pouvez réagir si vous voulez. Oui, tous ces partis-là qui se couchent devant le pouvoir. Il faut absolument que ceux qui restent dans l'opposition véritable, réelle, à ce pouvoir, quelle que soit la répression, doivent s'unir. Il est temps de s'unir parce que ce pouvoir va nous laminer. Oui. Il va nous laminer. Étant donné les enjeux, il ne faut pas négliger les enjeux géopolitiques. Oui. Et étant donné les enjeux géopolitiques, tant que la guerre en Ukraine se poursuit, et peut-être va-t-elle aller plus loin. Oui. Le pouvoir est libre, c'est ce que vous voulez dire. Ben oui. Ouais. Justement, en parlant d'un pouvoir libre, on a alors d'abord une réaction. Si vous permettez, juste. Ouais, allez-y. Un mot. C'est bien parce qu'avec vous, on a toujours de l'archivage, des éléments précis. Je vous laisse chercher peut-être en attendant. Je vais les trouver, oui. C'est peut-être celui-là. Oh. Bon, allez-y. Alors, on a un pouvoir, vous le dites, de plus en plus libre parce que peut-être les États ont intérêt à avoir un relationnel avec l'Algérie, le temps que Brahim Younsi récupère son élément. Boukhalifa Ben Malla, on a quand même une Algérie aujourd'hui qui est tout de même peut-être de plus en plus seule, alors pas par les États spécialement. Vous pourrez réagir là-dessus. On en parlait du chef d'état-major algérien. Il y était dans un contexte particulier. La représentante américaine, pareil, n'a pas dit un mot. Alors, elle a fait du saupoudrage, mais elle n'a pas dit un mot clair en disant, mais attendez, la Ligue des Algériens, c'est pas normal. Hassan El-Qadi, c'est pas normal. Zaki Hanaj, c'est pas normal. Elle n'a pas été claire. Peut-être un mot sur ces États à la fois. Xavier Driancourt a fait une sortie. Vous êtes exprimé, mais en tout cas
elle est là, cette sortie, faut quand même la lire et à mon avis, il y a du sens et du vrai là-dedans. Cette Algérie, elle va continuer à être libre ou à un moment donné, elle va se retrouver recroquevillée sur elle-même. Enfin, le pouvoir en tout cas, bien sûr. Non, on est quand même dans une situation, dans une séquence qui est extrêmement complexe. On a un voisin qui est dans une démarche de lobbying extrêmement agressive. Donc, on a eu les deux mobilisations qui ont été faites par nos voisins, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a 17 eurodéputés qui ont saisi la présidente de la Commission européenne pour revoir le partenariat qui la lie à l'Algérie depuis 2005, parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans une démarche de renflouer les caisses de l'État russe en achetant ça. Aussi, donc, ils ont réussi à mobiliser plus de 25 sénateurs américains pour justement, dans le cadre d'une loi cadre américaine, d'appliquer des sanctions à l'Algérie. Bon, pour l'instant, c'est sur la voie. Et puis, il ne faut pas oublier, contrairement à ce que disent certains de nos camarades, l'examen périodique universel de l'Algérie ne s'est pas déroulé dans le meilleur des mondes. Ça n'a pas été plus bénéfique pour nous, qu'on a eu des difficultés à ce que la société civile algérienne soit représentée durant ces travaux. Et il y a eu quand même des interférences marocaines qui sont extrêmement importantes, puisqu'à l'intérieur on parle des camps de Tindouf, alors que c'était censé quand même, les recommandations étaient censées surtout parler des priorités qui sont celles des Algériens. Mais l'environnement, aujourd'hui, les décisions qui sont en train d'être prises par le pouvoir algérien, c'est en fermant les champs d'expression à l'intérieur, donc facilite aussi son indexation. Sous couvert de droits de l'homme, donc il y a des recompositions géopolitiques dont les variables se situent sur sur d'autres chapitres, mais le volet droits de l'homme permet une ingérence là-dessus. Donc la recomposition qui va se faire sur d'autres critères, parce qu'on est en train réellement de vouloir faire basculer les équilibres qu'il y a en Afrique du Nord, qu'il y a en Afrique subsaharienne et sur l'ensemble du continent. On parle des factures payées par les Algériens au profit des Russes aux acquisitions militaires, mais on oublie la croissance de l'ordre de 4%, de manière officieuse et officielle, du budget de l'armée royale marocaine, mais qui, elle, est quand même soutenue à la fois par un axe qui est assez clair, c'est soutenu par les Saoudiens et les Américains, et les Français aussi. En pourcentage, l'augmentation du budget militaire du Maroc est supérieure, est plus important que celui de l'Algérie, il faut le dire. C'est quand même... Et juste un chiffre important, il faut voir aussi le montant alloué au lobbying par les deux États. Oui. Voilà. Brahim, peut-être une toute petite minute sur ce que vous vouliez nous faire partager. Voilà ce que j'écrivais en 21 août 1985 dans Le Monde. L'attitude pour le moins négative du pouvoir devant toute tentative, et le mot est faible que j'emploie, d'aérer la vie politique en Algérie risque à terme d'exacerber la colère et de plonger le pays tout entier dans la violence. On ne peut opprimer ni bâillonner indéfiniment un peuple sans que celui-ci réagisse un jour ou l'autre. Octobre 88, il y a eu les événements de 86 déjà. Déjà 82, bien sûr là c'est 87, 86, 88. C'est dire que le monde met en accroche libérer les prisonniers politiques, abolir le parti unique,
rendre le pouvoir aux civils. En 85, nous sommes dans l'actualité. Toujours dans C'est dire l'actualité. que ça dure trop. Alors en 2019, ça continue encore. 2 petites minutes encore d'émission. Vous disiez, pour aller vite, que le pouvoir, quand même, il est assez libre aujourd'hui, mais il n'aurait pas tout à gagner en laissant les ONG travailler, en laissant les Algériens s'exprimer. Est-ce qu'il est réellement aujourd'hui dans une telle fragilité de déstabilisation? On ne sait pas qui a fuité d'ailleurs. Est-ce qu'il y a 2 clans là-dedans, un clan qui veut déstabiliser un autre, etc. Quelle est votre vision aujourd'hui? Est-ce que vraiment le pouvoir il est plus bas que terre pour en arriver à réprimer autant? Il faut le croire, mais je crois qu'il est plus bas que terre. Je crois qu'il l'est. Il est, mais il profite. Je le répète, il profite de notre division. Il profite des divisions qui sont les nôtres. Il a acheté, comme il a pu acheter dans les dernières années avec Bouteflika, ce qu'on appelle la paix sociale, y compris la paix politique, si j'ose dire. Mais aujourd'hui, le pouvoir est en train... Profite de cette division. Voilà. Effectivement, le mot de la fin. Je souscris un peu dans cette vision, mais aussi... notre division, elle vient d'où? Elle vient de nos insuffisances structurelles que nous refusons de voir et d'admettre. C'est-à-dire que cet ego, nous devons quand même le dépasser et aller au-delà. Je pense que l'alternative ne peut se construire qu'en mettant les égos de côté et tout en mettant tout sur la table. Si je peux me permettre, cette année 85, nous travaillons à l'union entre notamment le FFS et le MDA. Et cela s'est fait. D'autres partis devaient nous rejoindre. Mais malheureusement, les choses se sont passées parce que le pouvoir a pu... il a exacerbé les antagonismes. Merci à tous les deux. Voilà, il fallait revenir un peu sur la présence du chef d'état-major en France, la trouvaille de 36 milliards de dollars. Toujours pas de précision d'information auprès des Algériens et puis cette dissolution de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Brahim Mounsi, merci. Boukhalifa Ben Marmar, merci l'équipe en régie. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec El Humq. Bonne soirée, à très bientôt sur El Marari.